Bon, chez Citron, on fait jamais les choses comme tout le monde. Et on s'est dit que ça pourrait être ô combien intéressant que vous fassiez de nouvelles rencontres. Et qu'on vous fasse partager un moment assez rare. D'abord, mais venez, ils ont peur. Venez, il y a de quoi s'asseoir. Venez, venez. On a souhaité placer cet anniversaire sous le signe du réenchantement. Parce que c'est très à la mode ça, hein, quand on parle de management, de communication. Maintenant, vu le contexte, il faut être gai, enthousiasme et optimiste. Et nous, les gens de com, on se dit que c'est quand même notre métier, hein, de donner envie, d'enchanter. Et on se dit que réenchanter, ça serait un minimum. Et qu'on a essayé de le faire depuis 15 ans, on va essayer de le faire encore un peu plus. Et puis quand on parle réenchantement, on parle de charme, ou de choc, ou je ne sais trop quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelque temps un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes, que voici, qui est, paraît-il, le philosophe de l'amour, parce qu'on déjeunait à midi dans un restaurant et il y a un monsieur qui est arrivé en disant « Vincent Cespedes, le philosophe de l'amour ». Alors, il ne va pas parler de ça là, enfin avec vous après si vous voulez, hein. Là ça ne va pas du tout être le sujet. Là j'ai demandé tout simplement à Vincent de nous parler du réenchantement. Donc il va nous réenchanter. Voilà. Venez, rentrez, non pas dans l'arène, mais rentrez dans le bar. Rentrez, sinon il ne va pas commencer. Voilà. Allez-y, entrez, bienvenue à tout le monde. Installez-vous carrément. On va parler pendant un petit bout de temps sur la notion de réenchantement. On va essayer de comprendre ce qu'on entend par cette notion qui sonne comme une formule magique. Et on va essayer d'aller assez loin. C'est bon ? Très bien, je suis ravi d'être là parmi vous pour cette soirée exceptionnelle des 15 ans de Citron Pressé, où j'ai effectivement rencontré Maryse il y a peu de temps. Et l'enchantement fut total, complet, immédiat. Et donc, d'un commun accord, on a décidé de placer ces 15 ans sous ce signe magique du réenchantement. Alors, une petite chose comme préambule. Lorsqu'on parle de réenchantement, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle de réenchantement, on parle toujours et nécessairement de désenchantement. Parce que pour qu'il y ait un réenchantement, encore faut-il que les choses qui étaient enchantées se désenchantent pour pouvoir être réenchantées. Donc il s'agit véritablement d'une renaissance. On connaît la période de la Renaissance, où la culture, puisant dans les sources grecques, les sources latines de l'Antiquité, la culture a tout d'un coup trouvé un essor civilisationnel qui nous a permis de sortir du Moyen-Âge, de sortir peut-être d'une forme de superstition, d'une forme de difficulté d'organiser la société, d'organiser les hiérarchies. Et tout d'un coup, la Renaissance arrive avec cette mondialisation déjà à l'époque des arts. On allait voir les peintres italiens, on allait s'intéresser à la philosophie. Et la Renaissance était une renaissance finalement de l'humanisme tel qu'il a été déployé dans l'Antiquité. On pourrait dire que la période de la Renaissance était une période de réenchantement au niveau culturel. Lorsqu'on parle de réenchantement, nous devons d'abord insister sur deux choses qui sont peu interrogées, notamment dans le monde de l'entreprise, à savoir l'enchantement originel et le désenchantement qui a suivi, pour comprendre comment il serait possible de renaître. Et j'insiste, notre petite discussion ensemble, ma petite intervention, vise deux degrés de lecture. Le premier degré, c'est d'imaginer d'abord, évidemment, la société. Nous sommes tous co-responsables du monde dans lequel nous vivons, et placer cet anniversaire ici, au garage moderne, il y a quelque chose pour moi de baroque, de fantastique, et déjà proprement de réenchantant. Un lieu qui a été réenchanté, et un lieu qui va devoir aussi résister pour que le réenchantement ne se désenchante pas, même s'il y a une proximité grise qui pèse comme une ombre et comme une menace.
Je pense que ce lieu va pouvoir inventer et se réinventer sans cesse. Donc, le premier angle, c'est l'angle sociétal, l'angle culturel, le monde dans lequel nous vivons. Avait-il été enchanté? Avait-il été désenchanté? Qui l'a enchanté? Qui l'a désenchanté? Mais il y a aussi un autre angle qui va peut-être vous passionner également, et qui est un angle que la philosophie porte véritablement. Ce n'est pas simplement la philosophie transforme le monde, pense les autres, pense la société, c'est aussi connais-toi toi-même. Plonge en toi-même, pratique une introspection dure, critique, sans aucune concession sur toi-même. Fais-toi mal à réfléchir sur toi dans la crudité. Eh bien, le désenchantement et le réenchantement, c'est une question aussi qui se porte sur l'individu. Êtes-vous enchanté? Êtes-vous désenchanté? Et comment pourriez-vous trouver une voie de réenchantement personnel pour le coup? C'est cette articulation que j'aimerais tout de suite poser entre le politique au sens large, réenchanter la vie, réenchanter les relations humaines, et le psychologique au sens profond, se réenchanter soi-même, réenchanter son rapport au monde. Fondamentalement, lorsque nous pensons à nous-mêmes, il y a une période dans l'existence d'enchantement maximal. Il y a une période, pour comprendre ce qu'est le désenchantement et le réenchantement, nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'enchantement tout court. La première fois, toute première fois, toute première fois, c'est évidemment la période de l'enfance. Et ceux qui ont encore des souvenirs d'enfance, c'est ce que je vous souhaite, qui sont encore accrochés à la lune un tout petit peu, qui ont un peu un cœur de poète, qui ont un peu un cœur qui remet en question les certitudes grisâtres de la vie contemporaine, avec une certaine touche de fantaisie. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Cet enchantement de l'enfance peut durer toute la vie. Qu'est-ce que c'est l'enchantement personnel de l'enfant? Et ceux qui ont oublié de quoi il s'agissait, vous pouvez piocher dans vos souvenirs récents ou vos relations récentes avec vos enfants, vos nièces, vos neveux, les enfants qui vous entourent. L'enchantement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une chose fondamentale, un rapport émerveillé au monde. Comme l'enfant qui va, dès son plus jeune âge, ouvrir des yeux immenses, grands comme des immenses lunes ou des immenses phares qui vont capter la lumière du monde, et l'enfant va s'enchanter du monde. L'enfant va boire le monde par les yeux, par ses petites mains, par toutes les relations qu'il va tisser dans son espace d'abord immédiat, proche, et puis de plus en plus loin, de plus en plus avec des autres que maman, il y a papa, autres que papa et maman, il y a les autres, etc. L'émerveillement est la condition même de l'enchantement et donc du réenchantement. Pour pouvoir penser le réenchantement, il faut réfléchir profondément sur notre capacité à nous émerveiller. Alors il y a déjà un problème qui se pose, parce que notre capacité à nous émerveiller aujourd'hui, elle vaut très cher. Elle vaut très cher et elle est excessivement formatée. Elle est formatée par, je dirais, une certaine forme d'idéologie qui consiste à interpréter la vie, l'existence, de point de vue ultra-consumériste, d'un point de vue consommatoire. La vie, et je pourrais même dater la naissance de cette idéologie, je dirais que c'est dans les années 89-91, comme ça. Et je dirais que c'est même concomitant d'un film qui a eu un succès fou, en tout cas à mon époque, que vous connaissez peut-être, c'est Le Cercle des poètes disparus. Vous connaissez ce film? Ce prof fantastique et fantasque qui va essayer de réenchanter la poésie, une poésie qui devient très universitaire, scolaire, et lui, il fait vivre la poésie, il fait revivre les poètes, et il va montrer à ses élèves que la poésie est un acte de résistance, un acte de désobéissance aux institutions, un acte de dénormalisation. Et c'est le deuxième point du réenchantement. Il ne peut y avoir de réenchantement et donc d'enchantement que si on désobéit à la sacro-sainte normalité. Les gens normaux, les gens dans leur petite boîte étroite, dans leur vision étriquée, dans leur zone de confort, dans leur routine, et je n'y mets pas du tout un accent péjoratif lorsque je parle de ça, c'est bien nécessaire. Les temps sont simplificateurs, réducteurs, pressés, violents, difficiles.
Et la moindre zone de confort est vue comme un nirvana en puissance, un petit paradis qu'il faudrait entretenir, plutôt que de le remettre en jeu dans la grande roulette du monde. Et pourtant, l'enchantement et le réenchantement est toujours une désobéissance au système. Cette désobéissance qui consiste à s'émerveiller là où normalement on ne devrait pas s'émerveiller. C'est un émerveillement rebelle. Et c'est pour ça que je parlerai d'un véritable réenchantement. Le faux réenchantement, le faux enchantement, c'est un émerveillement totalement induit, totalement conduit, totalement manœuvré, où, tels des moutons, nous nous enchantons les uns à la suite les autres face à un spectacle convenu, consensuel, fabriqué pour plaire à tout le monde, fabriqué pour capter toutes les attentions dans un même moule, et finalement attiser les jeux du conformisme, du suivisme, ce jeu consumériste que j'évoquais tout à l'heure, qui est pour moi l'opposé du véritable réenchantement. Pour se réenchanter, il faut s'émerveiller du monde, boire le monde par les yeux, et il faut aussi être capable de faire, et je le dis avec une immense énergie, ce que l'on veut. La liberté recouvrée est la condition du réenchantement. On ne peut pas se réenchanter sans être libre. Le réenchantement dans l'aliénation, par des drogues, par la toxicomanie, par l'alcoolisme, par ce que vous voulez, par une relation d'amour totalement aliénante, dépendante, où on va pleurnicher, ne me quitte pas, tu me déchires le cœur. Il n'y a pas de réenchantement possible là, ou alors c'est un réenchantement factice. Pourquoi ? Parce que dans le réenchantement aliéné, possessif, il n'y a pas de liberté. Dans tout réenchantement et dans tout enchantement, il y a la découverte fabuleuse de sa propre liberté. Et plus que la découverte, j'aimerais vous dire le mot important. Il y a une expérience concrète de sa liberté. L'enfant va expérimenter sa liberté. Au début, il tiendra la main de sa maman, de son papa, il va lâcher la main, commencer à marcher, et il va parcourir le monde en apprenant que la liberté est une jouissance. Que la liberté, ça fait plaisir, que la liberté est merveilleuse. Elle permet d'aller plus loin, de rencontrer d'autres visages, d'autres horizons, d'autres agents de plaisir, d'autres agents d'émerveillement, justement. La liberté qui fait plaisir, j'ai presque envie de la définir en un mot qui est aujourd'hui aussi galvaudé, un mot propre au réenchantement, c'est le mot de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, si ce n'est jouir de sa liberté ? Définition simplissime, on n'y avait pas forcément pensé. La personne heureuse, véritablement heureuse, n'est pas celle qui s'est bien conformée à ce qu'on lui a dit, qui a obéi au programme, qui a obéi à l'éducation qu'elle a reçue, et que du coup, comme récompensée par ses bons et loyaux services de normalité, arrive au bonheur. Le bonheur, si vous voulez, n'est pas l'aboutissement d'une obéissance. J'obéis à mon coach, et je ne parle pas de tous les coachs parce qu'on a d'excellents coachs parmi nous, j'obéis à mon gourou, j'obéis à celui qui me dit « tu dois », et au bout du compte, je vais être heureux. C'est une vision totalement fallacieuse du bonheur. Le bonheur n'est pas le point d'arrivée d'un parcours sans faute. Le bonheur, c'est avoir de l'énergie dans le corps, une soif de vivre, une soif de faire quelque chose de sa liberté. Le bonheur est le point de départ de nos vies, que ce soit dans l'enfance, période où le bonheur est débordant, continue, même dans les enfances difficiles, même dans les enfances où l'enfant doit se battre très tôt, il y a cette idée d'une dégustation délicieuse de l'existence, en se disant j'ai la vie devant moi et je peux arriver au maximum du déploiement de ma propre énergie. Le bonheur, c'est avoir la pêche. Et la question du bonheur n'est pas comment je peux obtenir l'énergie, la pêche, la vitalité, parce que le bonheur, c'est la vitalité. La véritable question du bonheur, c'est moi qui ai la pêche, moi qui ai un peu d'énergie, moi qui ai un peu de vitalité, qu'est-ce que je dois en faire ? Dans quoi cette énergie, je dois l'investir ? Que faire du fait que j'ai la santé, comme on sait que c'est principal, essentiel, j'ai la santé, so what ? Qu'est-ce que j'en fais de cette vitalité-là ? Et c'est là, si vous voulez, où on peut sortir d'une vision un peu niaise de l'enchantement et du réenchantement, c'est-à-dire simplement une sorte d'émerveillement retrouvé, hollywoodien, ou plutôt bouddhisant. Vous voyez, le bouddhiste, et de ceux qu'il y en a de remarquables, qui tout d'un coup redécouvre la vie en disant « mais mon Dieu, le cercle des poètes disparus avait raison, je dois cueillir le jour,
carpe diem, cueillir le jour, parce que c'est formidable. Et les bons moments de l'existence, je vais devoir les collectionner comme des petits MMS, comme des petites parcelles que je grignote. Et mon Dieu, chaque seconde m'apporte un contentement. Cette vision-là, si c'est la vôtre, j'espère que je vais essayer de vous faire évoluer. C'est une vision qui oublie l'autre partie de l'équation du bonheur, l'autre partie de l'équation de l'enchantement. Le but de l'existence, me semble-t-il, n'est pas de profiter de chaque seconde. Rappelez-vous, cette maxime-là, vous l'avez peut-être croisée dans les classes de philosophie, ça s'appelle le stoïcisme. L'épicurisme aussi en parle beaucoup. Il ne s'agit pas de dire « profite de la vie », profite de chaque seconde de la vie. Ça, c'est une vision consumériste, individualiste. Où est la politique là-dedans? Où est le rapport aux autres, la co-construction? Où est la coélaboration d'un monde commun? Je dois profiter de la vie plus que les autres, éventuellement. Je dois grappiller les miettes de plaisir de la vie. C'est une vision terrible, cynique. Où est le nous qu'on essaie de recomposer? Où est la collectivité? L'équation stoïcienne ne dit pas carpe diem, ne dit pas cueille le jour. Elle dit cueille le jour comme si c'était le dernier qu'il te restait à vivre. L'équation dit fais comme si c'était le dernier jour de ta vie. Et tu verras que ton regard blasé, ton regard éteint, va tout d'un coup retrouver sa flamme, son feu sacré. Parce que l'idée même de la mort, loin de nous accabler, loin de nous paralyser, va nous rappeler l'urgence de vivre intensément. L'idée même que notre séjour est compté, sans forcément des lots de consolation dans l'au-delà, cette idée que la vie est quelque chose de fragile, de précaire, cette idée intensifie l'existence, intensifie la vie. Et c'était la troisième équation du réenchantement. Je vous ai dit la première, l'émerveillement. La deuxième, la liberté, la jouissance de la liberté, qu'est le bonheur. Et la troisième équation, c'est de se dire que tout peut s'arrêter, que tout ce que je vis est précaire. Et j'aime beaucoup cette formule de la sagesse populaire française, je trouve qu'elle est fondamentale. On n'emporte rien dans la tombe. T'as beau vouloir les médailles, t'as beau vouloir les podiums, t'as beau vouloir l'argent, le pouvoir, de façon frénétique, de façon obsessionnelle, tu n'emporteras rien dans la tombe. Ce qui compte dans l'existence, c'est d'être saturé d'émotions, et les émotions, tu ne peux les avoir, les véritables émotions, pas les émotions de consommateur, tout seul devant sa télé, à digérer ce qu'on lui donne à manger, les béquets qu'on lui donne à manger, mais une émotion véritable est toujours dans le lien, dans le rapport à l'autre. Le but du carpe diem, que j'espère vous faire un peu retrouver dans sa violence brute et barbare, le carpe diem n'est pas consolatoire, le carpe diem profite de cet instant que tu vis comme si c'était ton dernier. Oh, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, lorsqu'on a conscience que ce que nous vivons là actuellement, soirée citron pressé ou pas, ce que nous vivons actuellement, cette communion que nous avons tous ensemble, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais. C'est des instants de notre vie en commun qui ne reviendront plus jamais. Soit on se dit, je dois sortir mon smartphone et filmer, enregistrer, thésauriser, garder en mémoire. Je pourrais me le repasser plus tard ce moment, mais ça ne sera pas pareil. Vous savez bien que l'émotion mise derrière un écran perd beaucoup de sa quintessence. Soit je me dis, je dois me mettre en capacité de réception, en l'occurrence une réception intellectuelle, pour boire la vie, pour boire le monde. Véritablement, le carpe diem nous engage à ça. Alors maintenant, vous comprenez comment ça va s'articuler. L'enchantement de l'enfance, il lui manque quelque chose d'important, c'est que l'enfant, lui, il ne se dit jamais « je dois vivre le moment présent, téter ma maman, jouer avec ma maman, mon papa, avec mes frères et sœurs, comme si c'était le dernier. » Ou alors votre enfant a peut-être un problème. Mais l'enfant n'est pas dans cet horizon que ça va se terminer. L'enfant, justement, et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça qu'il nous charme, et c'est pour ça que l'onde de charme qui émane de lui est ravageuse, et que même les cœurs les plus secs deviennent tout humides d'émotion face à l'enfant, complètement perméable. L'enfant est une thérapie à lui tout seul. L'enfant ne se dit pas ça, il est dans l'enchantement, il n'est pas dans le réenchantement. Il s'enchante et la vie est devant lui. La vraie question que nous devons poser désormais, c'est comment se fait-il que cet enchantement que la vie nous a donné au départ, ce magnifique vers de Victor Hugo, « Mon Dieu, pourquoi avez-vous mis le meilleur au début ?» Génial.
Pourquoi le meilleur au début? Triste et génial à la fois. Comment se fait-il que cette période d'enchantement obligatoire qu'est l'enfance, eh bien nous la perdons. Nous perdons cette capacité d'émerveillement, de jouir de notre liberté. Nous entrons dans une phase, pour certains d'entre nous, une phase désenchantante. Voilà la véritable question. Pour parler du réenchantement, nous devons nous interroger sur qu'est-ce qui fait dans nos vies intimes, sociales, au travail, dans la famille, qu'est-ce qui fait que l'enchantement de l'enfance, cette addiction à la vie, cette gourmandise nectarifère de la vie que l'on veut ingérer à tout prix, on perd pied là-dedans? Alors la réponse, je ne sais pas si vous l'avez, je vous laisse cogiter un peu, normalement je dois ralentir. La réponse du pourquoi y a-t-il un désenchantement, à mon avis, elle tient en 2 points fondamentaux. Vous pouvez le constater autour de vous si vous pensez que vous avez évité la période désenchantante, et j'en vois qu'on a un regard avec tellement de sourire dans le regard, donc de charme, c'est la définition du charme, un sourire dans l'œil, c'est-à-dire une distance par rapport au monde prosaïque. Un sourire dans l'œil change le rapport au monde. Je ne parle pas du vrai sourire qui peut être totalement faux, pensez à la série Dexter. Vous voyez cette série du serial killer? Vous voyez, l'affiche est formidable. Il sourit d'un sourire américain magnifique, taché de sang parce qu'il vient de dégorger sa dernière victime. Donc le sourire peut mentir, le sourire peut être un paravent, un masque, et caché de bien négatives intentions. Moi je parle du sourire dans l'œil. Je parle de ce rapport au monde où on n'adhère pas à 100% à la platitude du monde, où on se dit que le possible et l'impossible, c'est des choses qui sont tout à fait relatives, et que l'imaginaire a partie liée de notre vision du monde. Le sourire dans l'œil, que vous avez là, je vois, vous l'avez, le sourire dans l'œil, c'est une petite ironie que vous ajoutez à votre lecture sensible du monde. Une distance, je n'emporterai rien dans la tombe, autant en rire, autant en jouer de cette vie qui m'est donnée, autant partager. C'est tout ça le sourire dans l'œil, et c'est pour moi le point de départ de ce que j'appelle l'onde de charme, cette onde d'ouverture, de bonheur, de créativité, de liberté, qui est pour moi la définition du bonheur et qui est, en tant qu'onde, onde de charme, totalement contagieuse. L'onde de charme, ça circule. Si vous avez ce sourire dans l'œil et que vous regardez les gens, vous êtes dans un rapport d'égalité avec eux. Vous êtes dans un rapport d'intérêt. Si j'ai un sourire dans l'œil, tu m'intéresses. On pourra discuter et échanger des choses où l'émotion sera présente. Alors nous perdons ce sourire dans l'œil, certains. Les deux possibilités de la perdre, il y en a 2. La première, c'est qu'il n'y a pas que du sourire dans l'œil dans la vie, c'est qu'il y a aussi de l'onde, non pas de charme, mais de l'onde de choc. Propagation de la violence, du mépris, de l'humiliation, de la difficulté à entrer en communication véritable avec les gens. Et bien l'onde de choc, c'est contagieux. Et je dirais, nous sommes aujourd'hui dans une société où l'onde de choc est devenue le modus operandi, et je dirais même le modus vivendi, la façon de vivre et la façon d'opérer, la façon d'agir, que l'on donne comme éducation à la jeunesse aujourd'hui. Elle résiste, la jeunesse, mais c'est quand même la valeur centrale de toute cette télé-réalité qui arrive, où là, les sourires et les gens pétillants d'un faux bonheur plastique et factice, finalement, cachent une onde de choc absolue, où on va s'éliminer les uns les autres. Et tout ça n'est qu'une métaphore scénarisée, narrative, de la société concurrentielle d'aujourd'hui, de ces vies qui perdent leur sens, qui perdent leur rapport plastique au corps, leur rapport plastique au sens de ça peut bouger, c'est mobile, ça se transforme. Nous sommes dans une société qui préconise l'assignation à identité. Dis-moi qui tu es et je te dirai que tu resteras toujours toi-même. Et si tu penses que tu peux devenir autre, te transformer, te métamorphoser en fonction des rencontres émotionnelles que tu peux faire autour de toi, je vais te recadrer et je vais te rappeler que tu dois rester toi-même. Nous sommes dans une société démonstrative. Nous devons démontrer qui nous sommes, être dans le paraître et non pas dans l'être, être dans l'avoir et non pas dans le rendre, rendre heureux, rendre grand, rendre libre. Cette contagion, cette transmission de liberté, c'est ça l'onde de charme. Ce n'est pas l'onde de celui qui est charmeur, où le rire dans l'œil est en fait une autre forme de manipulation. C'est le rire dans l'œil de celui qui est charmant. Et qui du coup, parce que nous sommes charmés par lui, ou par elle,
ou par ce bébé, ou par ce petit chien sur Facebook. Bon, d'accord, c'est autre chose. Ou ce petit chaton. Arrêtez avec les chatons sur Facebook, s'il vous plaît. Prenons des visages. Mais n'empêche que ça nous charme, et donc nous devenons charmants. Ce qui me charme me rend charmant. C'est ça, l'onde de charme. C'est l'onde de la vie. C'est l'onde qui nous connecte à l'essentiel de la vie. Une émotion intense, intense parce que partageable, intense parce que partagée. On ne peut plus garder nos émotions pour nous et les consommer et les grignoter comme des rats avec leur gruyère. Les émotions sont là pour être transmises, être véhiculées. Le premier danger, c'est que notre société telle que je vous l'ai un peu décrit, et je pense que certains d'entre vous seront un peu d'accord, que ce tableau a l'air un peu pessimiste, mais n'oubliez pas qu'on va aller dans le réenchantement du monde. Il faut bien que je noircisse un peu le tableau pour montrer des possibilités d'essor, d'avenir. Cette société-là préconise l'onde de choc dans les rapports humains. Alors ça donne des choses tout à fait cocasses. Dans le métro parisien, où tout le monde est dans sa petite coquille, sa petite gang, et plutôt dans l'onde de choc dès le matin, eh bien, le seul mot « ensemble » qui apparaît, le seul mot qui évoque la solidarité, le vivre ensemble, on est tous dans le même métro, dans la même galère, dans les mêmes travaux, eh bien, il vient dans ce slogan qui est affiché partout comme un signal d'alerte, « Soyons attentifs ensemble ». Sous-entendu, attention, les terroristes sont parmi nous, plan Vigipirate oblige, ensemble parce qu'on a peur ensemble, parce qu'on est paniqué ensemble. Regardez, l'onde de choc, c'est même ce qui fédère aujourd'hui le communautarisme. On a peur ensemble, on va se défendre ensemble, on va se protéger ensemble. Et l'entre-soi, l'entre-nous, qui est totalement délétère au niveau des communes, au niveau du vivre ensemble, vient d'une peur partagée. Pourquoi ne pourrait-on pas partager autre chose que de la peur ? Pourquoi pas partager de la joie véritable, de l'intensité véritable? Donc cette société ne nous encourage pas au réenchantement, elle nous encourage à nous désenchanter. Et quand vous regardez tout ce qui vient vers vous comme message idéologique et profond, vous n'avez que des sommations à vous désenchanter. Du journal télévisé qui résume les misères les plus atroces du monde, jusqu'au pédopsychiatre qui vous explique comment élever vos enfants et que si vous ne faites pas comme il a dit, il aura de gros problèmes, votre enfant, vous risquez très gros, jusqu'au psy de tout poil qui nous disent comment vivre, comment aimer, comment bouger. Nous sommes dans une société où cette puissance merveilleuse vaut tellement cher qu'elle doit être vendue. Et nous sommes dans une société où d'immenses structures sont là pour nous enlever notre enchantement natif, vivre d'amour et d'eau fraîche, cette simplicité de vie qui nous rendait si heureux enfants, nous est extorquée par la peur, par des propagandes antisociales, et ensuite nous est vendue au compte-gouttes. Je vais acheter ce que l'on a extrait de moi-même, ma capacité d'émerveillement, je vais la voir dans le cinéma et des films blockbusters qui plaisent à tout le monde, je vais la voir dans un art caricatural, je vais la voir dans des systèmes où même l'acte amoureux est complètement caricaturé, au point de dérégler complètement notre rapport à l'autre, notre rapport au corps, notre rapport au plaisir. Nous sommes dans une société désenchantée, je chantais Mylène Farmer, on va dire désenchantante. L'autre raison pour laquelle nous perdons notre capacité d'enchantement naturel, c'est une vision qui a été vraiment très très justement et finement condamnée par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que tout le monde a lu ici, je suis sûr, ou que tout le monde lit à ses enfants. Dans Le Petit Prince, dans les premières pages du Petit Prince, Saint-Exupéry se montre cruel, limite vachard, avec les adultes. Il s'adresse aux enfants et il dit « Qu'est-ce que les adultes sont idiots, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Regardez, c'est un serpent qui a mangé un mammouth ou un éléphant et les adultes voient un chapeau. » Voilà. Et qu'est-ce qu'il décrit dans ce livre? Il décrit la puissance du sérieux adulte. Vous savez, ce moment, souvent à l'adolescence, où peut-être vos parents, peut-être vos grands-parents, vous recadrent, peut-être vos amis, peut-être la société vous recadre et vous dit maintenant il faut être sérieux, maintenant tu es adulte, tu as de lourdes responsabilités où tu es amené à en avoir. Et on donne à un moment, lorsque, je dirais en plus ça vient au moment où l'enfant, jeune adolescent, pète totalement les plombs. Il est complètement dans la fantaisie, il réinvente le monde, il n'est pas d'accord avec le système, il n'est pas d'accord, il est plutôt rebelle avec ce qu'on lui donne à manger, il en veut à ses aînés en général, de lui donner cette télé-réalité débile et tout ce monde débile,
Et c'est très bien d'être adolescent comme ça. Si on n'est pas là, on ne le sera pas à 40 ans, cette rébellion. Eh bien, tout d'un coup, on va recadrer ces rebelles du passé, ces ouvreurs d'avenir, c'est eux l'avenir. On va les recadrer. Et alors là, il y a plein de moyens, vous les connaissez. D'abord, il y a la peur du bac. Hein. L'école ne vise qu'à passer le bac. Il n'y a plus de gourmandise, plus de plaisir d'apprendre. Tout est matière à sélection, tout est matière à diplôme. Et je vous rappelle qu'en France, nous vivons dans un des pays où la jeunesse est la plus dépressive, en tout cas plus dépressive de l'Europe. Où seulement, dans la dernière étude Gallup, 9% des salariés français se disent motivés au travail. 9% au travail. Et avant même le travail à l'école, c'est une société de la pression généralisée qui se dessine. À tel point que la pression est la bonne presse. C'est bien de se mettre la pression. Je parle évidemment de Citron Pressé, qui n'est pas de cette pression-là, vous allez le voir, vers où on va aller. Mais en tout cas, aujourd'hui, la pression est généralisée. On prend des enfants de 9 ans, de 8 ans, qui ont la lumière dans l'œil, ce rire intérieur, ce charme, et cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre. Et à 16 ans, on les retrouve, ils n'ont plus cette soif. On leur a extorqué, on leur a interdite cette soif de liberté, cette soif de rébellion par rapport aux incohérences du monde adulte, cette soif de vivre. Et puis ça continue dans l'entreprise. Pas toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui résistent à cette pression généralisée. Mais c'est tout de même très dur. Nous parlons de crise. La crise a beau être économique, moi j'y vois une crise existentielle. Notre crise est spirituelle. Quel est le sens de la vie ? Quelle est la nécessité, une fois que nous obtenons ce confort auquel tout le monde aspire, quelle est la nécessité de tenir debout ? J'étais au Festival de Cannes il y a quelques jours, et je me suis amusé à trouver les points communs entre les films un peu stars de la sélection. Pas tous, mais les films qui étaient très attendus par la critique. Et j'ai constaté dans ces films, Foxcatcher, qu'est-ce qu'on a, les Frères Dardenne avec deux jours et une nuit. On a aussi le Cronenberg avec Maps to the Star. Eh bien, dans tous ces films, il y a un point commun incroyable. Ce sont des films qui sont dépressifs. Vous sortez de là, vous êtes déprimé, c'est dépressif. Nous avons des personnages dépressifs. Marion Cotillard qui larmoie du début à la fin. Alors au début, elle est triste, et à la fin, elle est heureuse, mais elle pleure tout le temps. Même le bonheur fait pleurer. Et puis, des films dépressifs qui utilisent des cachets pour pouvoir tenir. Alors, pour Marion Cotillard, c'est du Xanax. D'ailleurs, elle vide la boîte. Pour Foxcatcher, l'histoire d'un lutteur olympique qui se trouve un grand gourou et qui finit dans la cocaïne. À chaque fois, nous avons quelque chose d'ultra dépressif qui finit par des cachets, soit des médicaments, soit de la drogue. C'est pour vous dire que, finalement, cette vision de la pression généralisée débouche au niveau artistique, on a affaire à des cinéastes qui sont assez indépendants tout de même, débouche au niveau artistique à quelque chose de subsuicidaire. C'est pas du suicide, mais c'est quelque chose de tellement dépressif qu'on se dit, mais comment va-t-on se réveiller de cette pression ? Et le problème de la pression, c'est qu'elle induit une énergie qu'on pourrait qualifier de bête. L'énergie bête, c'est ces gens qui sont pressés d'écraser les autres, pressés de monter sur les marches. Bon, je l'ai fait, mais bon, j'étais un peu obligé quand même. Pressés de faire des selfies. Alors là, tout le monde fait des selfies sur les marches du Festival de Cannes. Les stars, les pas stars, les apprentis stars, les people et le peuple, tout le monde se photographie, c'est l'ère du e-narcissisme et il faut nourrir les réseaux sociaux. Mais quand même, nous avons une déperdition de sens qui est totalement palpable aujourd'hui. Alors, face à cette pression généralisée, nous allons pouvoir maintenant réfléchir au réenchantement. Nous avions l'enchantement de départ que tout le monde a vécu dans sa propre biographie, comme si la vie voulait nous donner une immense balise, un immense repère flamboyant dans l'enfance, qui brille, qui brûle, qui est presque la source de combustion du feu sacré que l'on peut avoir en soi. Et puis après, c'est la douche froide. Après, c'est la pression. Après, il faut être sérieux, oublier l'imagination, les rêves, la créativité, et n'avoir que comme rêve de monter dans la hiérarchie, de monter dans la carrière. Et lorsqu'on interroge parfois notre jeunesse, la plupart répondent, le but du jeu, c'est d'être le plus haut placé dans le système, comme ça je n'aurai d'ordre à recevoir de personne et je pourrai en donner. Bon Dieu, quel plan existentiel, quel business plan existentiel formidable, être le plus haut dans la hiérarchie du système, au lieu de remettre en question le système, au lieu de se dire, moi qui suis jeune, moi qui ai l'enfance à portée de souliers, à portée de rêve,
je peux peut-être remettre en question un tout petit peu le système. Nous allons écouter du rock tout à l'heure. Du rock, un tout petit peu tenir tête au système, que l'on soit en costard-cravate, que l'on soit ouvrier, un tout petit peu dire, cette société de pression généralisée ne me convient pas. Cette société de pression généralisée ne me va pas. Et moi-même, connecté aux autres, je peux peut-être changer d'un iota les choses, essayer d'améliorer un iota les choses, ne pas diaboliser les patrons parce qu'ils sont patrons, mais les patrons parce que ce patron-là, eh bien, fonctionne par la pression généralisée. Ne pas diaboliser ceux qui sont au rang de l'échelle sociale, parce qu'il peut y avoir un véritable plaisir, une véritable dignité à faire n'importe quel métier, pourvu qu'on n'ait pas honte de ces outils. Nous sommes au garage moderne. Il y a de la dignité dans chaque centimètre des murs qui vous entourent. Il y a de la dignité pour peu que l'on n'ait pas honte de soi-même. Pour peu qu'on puisse se regarder dans le miroir et de se dire « La pression, je n'en veux pas. Je veux une vie intense et je veux me connecter aux gens. » Et si cette connexion est de l'ordre du jeu vivifiant, si cette connexion est de l'ordre de l'élargissement des palettes de mes possibilités, comme dans l'enfance, où l'on pouvait à chaque pas nouveau découvrir un autre pan du réel, pourquoi avons-nous perdu cet élan-là? Et comment pourrons-nous le retrouver? Alors la solution, je vais vous la donner. Vous n'avez pas perdu votre temps ce soir. La solution, je pense qu'elle est incarnée par tout ce qui aussi vous entoure, qui vient de citron pressé, parce que c'est une valeur que Maryse a toujours voulu mettre en exergue dans ses démarches. Je le sais parce que, vous savez, on teste, on philosophe, on regarde, on teste, on voit, on observe. On est un peu comportementaliste un tout petit peu. Et Maryse, dans la voiture, n'arrêtait pas de recevoir des SMS de ses clients, longs comme ça, et qui n'avaient que des mots d'amour. Et là, je me suis dit, on a affaire à quelque chose de spécial. Ce n'est pas des grosses boîtes anonymes avec de la pression et des rapports de force à tous les échelons, même s'ils sont saturés de sourires. On a affaire à des relations humaines qui sont des relations de complicité. On a affaire à des relations de travail qui sont des relations de complicité. Et tout d'un coup, je me suis mis à rêver dans la voiture à un monde scolaire où les enfants pourraient être les complices des professeurs et non pas simplement jugés par les professeurs. À un monde du travail où ceux qui travaillent pourraient développer cette fibre de complicité, d'amitié véritable avec leurs employeurs et même entre eux. Alors, le réenchantement aujourd'hui, il prendra quelque chose de la Renaissance et il devra aussi inventer quelque chose de tout à fait unique et de tout à fait spécial et de tout à fait ancré dans notre 21e siècle naissant. Ce que le réenchantement doit prendre des siècles précédents où tout d'un coup la civilisation, à bout de course, a eu un essor de rêve, un essor de solidarité. On les connaît, ces grands moments-là. Souvent, ils sont indexés à l'histoire, et au moment dur de l'histoire, au moment de désenchantement de l'histoire, il y a toujours eu des périodes de réenchantement. Certains pensent à la Libération, d'autres pensent à mai 68, ceux qui étaient à Paris et qui étaient un peu dans le camp des rebelles. Ces moments d'effusion de joie où on a l'impression que tout est possible, et surtout le plus fantastique, changer les esprits, changer le regard que l'on porte sur le monde. Ces moments-là, le réenchantement actuel pourra les convoquer en rassemblant deux choses. L'urgence absolue de sortir du marasme. L'urgence absolue pour ne pas gâcher sa vie, de sortir de cette sinistrose organisée, planifiée, où nous perdons le sens de ce que nous fabriquons, où nous perdons le sens de nos directions existentielles prises à l'aveuglette, prises pour briller ou pour des faux podiums. Cette urgence-là, c'est ce que j'appelle l'ambition dans mon dernier livre, l'ambition ou l'épopée de soi. Je ne dis pas que tout le monde doit être ambitieux, mais je dis que tout le monde a la capacité de se connecter à des ambitieux de son entourage. Attention, le mot fait très peur, ambitieux, on pense tout de suite selfie, égocentrisme, écraser les autres. Mais l'ambition, c'est aussi Mandela, c'est aussi Gandhi, c'est aussi des grands hommes, c'est aussi vos personnages intérieurs, cet excellent professeur que vous avez croisé quand vous aviez 13 ans et qui vous a montré par la lumière de son regard qu'un horizon nouveau peut être possible, cette grand-mère que vous aviez et qui vous a appris la vie,
cet ami d'enfance que vous avez, avec qui vous vouliez reconquérir le monde entier. L'ambition, c'est la connexion à une urgence existentielle, et l'ambition, parce qu'elle est gorgée de passion, saturée de passion, l'ambition est contagieuse. Moi, ce que je souhaite, c'est le premier pas de ce réenchantement, c'est de vous connecter à cette onde de charme contagieuse. Qu'est la passion de l'onde de charme? Quelle ambition de l'onde de charme? Lorsque vous cernez dans votre entourage, quelle que soit sa fonction, son rôle, quelqu'un qui est solaire, un magnifique citron pressé qui brille de tous ses feux. Dans l'équipe, quelqu'un qui sourit quand tout le monde fait la gueule. Autour de vous, quelqu'un qui regarde la tête haute les gens et qui regarde devant lui, à des kilomètres devant lui. Et vous convergez votre regard et vous regardez dans sa direction, là où il regarde. Autour de vous, vous avez ces personnes passionnées, ces soleils de l'onde de charme, ces citrons que vous devrez presser, s'il vous plaît. Au sortir de notre rencontre, vous devez les repérer, ces gens solaires. Et méfiez-vous bien, il se peut que vous-même, vous soyez ou vous ayez dans votre cœur cette solarité-là, cette puissance d'onde de charme. Il se peut que vous découvriez en vous-même que votre passion de vivre un tout petit peu réenchantée vous permet aussi vous-même d'être contagieux du point de vue de l'onde de charme, de transmettre ce souffle de vie, ce souffle de créativité. L'autre chose fondamentale, et j'insiste, vous parler de culture. La culture est absolument fondamentale, mais elle doit retrouver sa juste place. Je n'ai plus confiance en la culture qui va nous permettre de sortir de la barbarie. Les expériences du XXe siècle nous ont montré que des nations tout à fait cultivées ont pu commettre le pire. Je ne pense pas à cette culture-là, je ne pense pas à l'érudition que l'on trouve aujourd'hui sur Wikipédia et sur Internet. Je ne pense pas à cette érudition qui fait qu'on peut intimider les autres dans un discours en société. Je pense à la véritable culture, qui est toujours déjà une entreprise collective. Nous sommes dans des cultures données. Nous partageons la même culture, avec des origines différentes, avec d'autres cultures différentes, dans un foisonnement hybride, dans un voyage continu. Mais nous partageons la même langue. Nous partageons le même socle, la même terre, la même cité. Ça, pour les Grecs, et c'est ça un peu l'engouement de la Renaissance, ça pour les Grecs, partager le même sol, la même cité, c'était être amis. Ça s'appelait philia en grec. Et le mot philosophie vient de philia, l'amoureux de la sagesse. Eh bien, j'aimerais que l'on puisse retrouver cette philia commune. L'idée que vivre ensemble et se côtoyer tous les jours, même si on n'est pas dans la même boîte, même si on est concurrents dans d'autres vies, se côtoyer dans le même espace, se côtoyer dans des regards qui s'échangent, doit être l'occasion de véritables rencontres, doit être l'occasion de véritables expériences humaines. Lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque je fais ce petit effort en moi-même qui me pousse à aller vers l'autre, ce n'est pas tellement l'autre que je rencontre, c'est ma capacité solaire. C'est moi-même que je me rencontre moi-même dans cette rencontre à l'autre. C'est moi-même que je découvre. Alors vous connaissez peut-être ça dans la séduction, pour ceux qui ont des jeux de séduction dans la rue, au hasard des rencontres, au travail pour certains. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit sortir notre âme. On doit sortir notre âme, aller à la rencontre de l'autre, oser un mot, oser un sourire, oser une proposition. Cette capacité de rencontre, nous la perdons aujourd'hui. Et c'est pour moi le ferment de la véritable culture. La culture est là pour être partagée. Elle ne doit pas être le but de l'organisation sociétale. Elle est le liant. Elle est le moyen pour que le vivre ensemble puisse s'épanouir sur une base de réenchantement. Et je finirai par cette notion de réenchantement propre au monde moderne, au monde qui est le nôtre. Je parlais de désobéissance tout à l'heure. Je vais mettre en place deux notions qui sont des notions chères à Maryse. On en a parlé tout à l'heure. La notion de pertinence, de professionnalisme. Et quand je dis professionnalisme, ce n'est pas simplement celui qu'on a dans nos boîtes, dans nos entreprises. C'est celui qu'on a dans la loyauté qu'on adresse aux autres. Être professionnel au sens du sérieux, non pas le sérieux compacté, guindé de l'adulte dont se moque Saint-Exupéry, ce sérieux qui en affiche, ce sérieux qui a l'air sérieux et qui en fait est un autre nom de la crétinerie. Mais le véritable sérieux, Kierkegaard, dans un de ses livres, le philosophe danois Kierkegaard, explique une chose fondamentale.
il explique ce qu'est le véritable sérieux. Il dit, lorsqu'il y a un incendie dans la ville, lorsqu'une maison prend feu et risque d'étendre l'incendie à toute la ville, les gens, les badauds qui passent, veulent aider. Et donc ils se chargent d'envoyer de l'eau sur l'incendie. Ils ne sont pas des pompiers, ils ne savent pas comment éteindre un feu, c'est très compliqué d'éteindre un feu. Mais tout le monde, en pleine bonne foi, croyant aider, va se ruer sur des seaux d'eau et essayer d'organiser la résistance à l'incendie. Mais quand les pompiers arrivent, il y a deux catégories de personnes. Lorsque les véritables professionnels du feu arrivent, il y a ceux qui continuent de vouloir donner un coup de main et qui vont devenir un obstacle aux pompiers qui sont là pour éteindre l'incendie. Et puis il y a ceux qui ont compris, qui ont fait preuve d'humilité et qui savent qu'ils ne sont pas professionnels de ça. Et quelque part, je dirais, ils restent professionnels dans leur non-professionnalisme. Ils savent reconnaître leur propre incompétence. Et c'est ceux qui laissent les pompiers faire leur travail et qui n'entravent pas leur marche pour libérer la ville des flammes. Et Kierkegaard dit, le sérieux, ce n'est pas les pompiers sont professionnels simplement. Le sérieux, ce sont ces badauds, d'abord gorgés de bonne volonté et qui comprennent qu'ils ne sont pas compétents sur ce domaine, qu'ils veulent peut-être apprendre, ça peut créer des vocations de pompiers plus tard, mais qui se désistent et laissent ceux qui savent faire tout en les regardant et en les assistant si besoin. Moi, je pense que notre époque doit réinventer la notion de sérieux. Et c'est paradoxal de parler de réenchantement et de parler de sérieux, mais finalement, vous allez comprendre, j'espère. Pour qu'il y ait un réenchantement possible, il faut avoir une certitude que notre place sur cette terre et dans cette société donnée est une importance. Dès que vous conférez à quelqu'un ces mots chaleureux, « Je suis heureuse que tu sois là. Je suis heureux que tu existes. Tu me fais du bien. Tu me rends heureux. » Ces mots absolument nécessaires qui sont l'aliment des enfants. Et les enfants qui ne reçoivent pas ces mots commencent mal leur séjour sur la terre. Ces mots simples, ta présence est pleine de signification pour moi. L'univers ne peut pas fonctionner en ton absence. C'est impossible. Nous sommes faits pour nous rencontrer et quoi que tu fasses, quels que soient tes échecs, quel que soit ton état critique, eh bien moi je ne vais pas te juger parce que ta seule présence me comble. Cette notion-là, ça s'appelle l'amour. Et c'est l'amour qui est à réinventer. Et l'amour, je le définirais simplement, pour ne pas partir dans des mots pompeux ou des mots gorgés de religiosité. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est 4 choses. Vous avez désormais, vous n'avez pas vraiment perdu votre temps. L'amour, définition de l'amour. 4 choses, très simples. Lorsque j'aime quelqu'un, le bonheur de quelqu'un fait mon bonheur. Ça vous va? La joie de quelqu'un, même si elle n'est pas avantageuse au niveau professionnel, la joie de quelqu'un fait mon bonheur. Lorsque la personne que j'aime est malheureuse, je suis malheureux. Lorsque la personne que j'aime est présente, physiquement présente en face de moi, ou par Skype, ou sur Internet, quand elle bouge un peu, eh bien elle me comble, et sa présence réelle et charnelle me comble. Je suis saturé de bonheur, j'ai besoin de rien d'autre que de sa présence. Je n'ai pas besoin qu'elle ajoute une couche supplémentaire de sérieux à sa présence. Elle m'enchante, elle me ravit juste parce qu'elle l'est et qu'elle existe. Et la 4e chose, c'est que lorsque la personne que j'aime n'est pas là, elle me manque. Mais c'est pas grave. Je suis un grand garçon. Le manque, pas besoin de le combler tout de suite. Ne soyons pas consommateurs. Le manque, c'est ce qui me prouve que je l'aime. La déception de quelqu'un à qui j'ai tout donné, quelqu'un à qui j'ai partagé beaucoup d'ondes de charme, quand cette personne me déçoit, c'est une fête, c'est magnifique. Ça veut dire que j'étais capable de m'abandonner à elle. Ça veut dire que j'étais capable de lui faire confiance. Je dois être réjoui dans la déception. Ne pas craindre l'échec, ne pas craindre le jugement de l'autre, ne pas craindre la déception. Finalement, le réenchantement, si vous voulez une formule, c'est très simple. C'est retrouver la passion de vivre. Et de se dire que la passion de vivre, la passion de créer, la passion de se lier en complicité avec les autres, n'est pas un hobby, n'est pas quelque chose que je dois mettre de côté, essayer de maintenir parce que j'ai peur que la passion m'emporte. La passion de vivre, elle doit être mon alpha et mon oméga. Cette passion de vivre, elle est à portée de nos mains. Et je conclus cette intervention en vous incitant à la redécouvrir pour ceux qui ne l'ont plus ou ceux qui l'ont perdue. Je vous incite aussi à en faire l'expérience intellectuelle pour ceux qui ont envie de s'interroger sur leur propre passion de vivre, en quoi elle pourrait consister. Et c'est pour ça que je suis venu
invité par Maryse, avec toute une équipe que je vais vous présenter et qui va tout au long de la soirée jusqu'à pas d'heure vous proposer des tirages de ce jeu qui s'appelle le jeu du Phénix, qui n'est pas un jeu mystique, qui est un jeu de hasard, on tire des cartes au hasard, laissez vos superstitions de côté. C'est un jeu aléatoire qui va vous permettre de parler de vous en toute intimité. Ce que vous allez échanger avec les interprètes que je vais vous montrer, vous présenter, ça restera entre vous et eux, ça ne circulera pas. Et ça vous permettra tout au long de la soirée, vous pouvez même le faire 2 fois de suite, 3 fois de suite, avec des questions à chaque fois différentes, de vous interroger sur vos propres capacités, de vous réenchanter vous-même, de réenchanter les autres, et finalement de réenchanter la vie. Le jeu du Phénix, le Phénix, qu'est-ce que c'est si ce n'est le symbole même de la renaissance? Alors je vous présente ces fameux joueurs. D'abord on a Sandra, qui nous fait signe là-bas. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau, et Sandra vous fera des tirages. Voilà, Sandra, qui est aussi une danseuse contemporaine, grande danseuse, qui a eu l'honneur de jouer dans le dernier Besson avec Scarlett Johansson, ça sort en août. Elle pourra vous raconter ça en aparté, c'est une aventure passionnante. Et là, c'est une grande joueuse du jeu du Phénix, donc merci Sandra d'être là. On a Caroline, il faut vraiment que vous vous leviez les amis, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, Caroline, pareil, si vous voulez jouer, vous vous inscrivez. Caroline, qui est comédienne aussi dans la vie, passionnée de théâtre et de fiction, et qui adore le jeu et qui collabore avec moi. On a Alexis, ici présent, voilà. Alexis. Alors Alexis, lui, il est musicien, il est compositeur, il fait des grandes partitions d'orchestre. Dans les séries que vous pouvez voir, il y a du Alexis dedans, voilà. Flûtiste aussi et danseur depuis peu aussi, enfin participant à des spectacles. Et Alexis joue excessivement bien au Phénix comme tous ses joueurs. On a Assitane qui est là. Assitane, voilà, qui vient du Mali et qui joue à un jeu du Phénix teinté d'africanité. Parce que ces 2 cultures qu'elle a lui permettent de faire des recoupements tout à fait intéressants. Et donc voilà, grande joueuse au Phénix, qui d'ailleurs dans le train, quand elle est venue, a joué avec la moitié du wagon. D'accord. Qui on a d'autres? On a Samira qui est là. Voilà, Samira, avec qui je collabore aussi. Samira, elle est dans le Phénix aussi passionnément. Quelqu'un de très intense et qui a cœur d'aider les autres à trouver leur fibre passionnée. On a Frédéric, que je ne sais pas où il est, Frédéric. Ah, t'es là, voilà. Frédéric, qui vient d'Avignon, et donc qui vous fera un sensage avec l'accent, peut-être, accent de là-bas, et qui est aussi passionné. C'est des gens qui ont des métiers qui les passionnent et qui sont nourris de leur propre existence. On a qui d'autre qui j'oublie? Et il y a Eliane, bien sûr, elle est où Eliane? Elle n'est pas là? Oui, elle est là. Qui vient du Brésil, qui vient de Rio, qui va plutôt tourner autour de cette table où vous avez des ouvrages si vous voulez les emporter ou des jeux du Phénix si vous voulez apprendre. Mais j'aimerais conclure avant que vous puissiez dès maintenant aller faire votre tirage. Profitez-en, ce n'est pas tous les jours qu'on a le droit à un tirage qui vous permet de vous interroger sur votre vie de façon intéressante, profonde. J'aimerais conclure en vous incitant à expérimenter tout ce que je vous ai dit ce soir. Aujourd'hui, essayez d'avoir le regard neuf de celui qui rêve. Essayez d'avoir le sourire contagieux de celui qui va rencontrer des gens ce soir à l'occasion des 15 ans de Citron Pressé. Essayez de faire en sorte d'être à la fois dans la fantaisie de vivre et de voir avec une interrogation profonde sur soi-même que vous devez continuer et poursuivre, de voir qu'est-ce que vous avez mis de côté dans vos vies en termes de passion et comment vous pouvez peut-être renouer le fil avec votre passion véritable, pour quelle passion vous êtes fait et qu'est-ce qui va vous permettre, en retrouvant votre fibre passionnelle, de développer ces magnifiques choses qui n'existent pas sans passion, à savoir une ambition pour demain et un optimisme indécrottable, fantastique et merveilleux. Peut-être que le réenchantement, et je finirai là-dessus, c'est la capacité de conjuguer l'audace de vivre et l'optimisme de celui qui a déjà vaincu. Je vous remercie. Merci Vincent, merci beaucoup. Alors c'est vrai, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais il a dit plein de choses où j'ai retrouvé l'agence, mon équipe, voire moi. Voilà, merci beaucoup.